Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview Work 3.0. Aujourd'hui, on va parler de la relation entre les freelances et les entreprises. Et j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Génicaud. Bonjour Frédéric. Bonjour Anthony. Qui a écrit ce livre, Freelance en entreprise. Et j'ai vraiment adoré ce livre, je dois te le dire Frédéric, parce qu'il y a beaucoup de littérature, on dit beaucoup de choses sur le phénomène du freelancing. Et toi, tu as vraiment exploré la nature de la relation entre les freelances et les entreprises. Et on va détailler ça ensemble parce que voilà, c'est très multifactoriel, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Déjà, pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu nous expliques ce qui t'a conduit finalement à t'intéresser à ce sujet et à écrire ce livre. Alors moi, je suis économiste. J'ai été salariée pendant 16 ans. Donc j'ai exercé des fonctions dans la vente, le business développement et le marketing. Et puis en 2006, donc c'est il y a déjà un certain nombre d'années, je suis devenue entrepreneur. J'ai été consultante, j'ai créé une agence de télémarketing avec des freelances. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'à l'époque, il y avait 2 critères qui étaient importants pour ces personnes-là. Le contenu des missions que je leur proposais et les délais de paiement, puisque je les payais finalement quand elles m'envoyaient la facture. On va certainement reparler des attentes des freelances plus tard. Et puis j'ai coaché des coachs et des consultants à trouver des missions, et ça m'a amené à écrire un premier livre en 2019, Adieu salariat, bonjour la liberté, un second en 2021 sur les multipotentiels. Ce sont des personnes qui ont plusieurs activités en même temps ou qui ont plusieurs vies professionnelles de manière séquencée. Et puis, il y a à peu près 2 ans, j'avais un rendez-vous avec mon éditrice qui m'a demandé vous voulez travailler sur quoi, Frédéric, maintenant? Et je lui ai dit, moi, il y a un sujet qui m'interpelle, c'est qu'il y a de plus en plus de freelance dans les entreprises et que je ne sais pas aujourd'hui comment les entreprises et les RH en particulier gèrent ces talents. Et c'est parti de là. Alors c'est justement ça, c'est un point d'ancrage du livre, c'est que c'est un peu pensé comme un guide pour les RH. Je pense qu'ils découvriraient le sujet et qu'ils souhaiteraient déjà avoir un premier vernis et faire un petit peu le tour du propriétaire, j'ai envie de dire. Mais justement, ce point des RH, quand tu as exploré cette relation entre les freelances et les entreprises, il y a 2 portes d'entrée, ou il y a plusieurs portes d'entrée pour une grande entreprise vers l'extérieur. Il y a les RH, il y a les achats, il y a les opérationnels. Pourquoi tu as choisi en particulier les RH et comment aujourd'hui tu qualifies le fait que les RH aient pris le sujet ou peut-être pas encore suffisamment? Alors pourquoi les RH? Parce que je pense qu'on est un tournant au niveau du freelancing. Moi, je pensais que le freelancing, c'était une réponse, ça apportait une flexibilité aux entreprises. C'est-à-dire la capacité à accélérer vite au moment où il y a une demande qui est très forte, et puis de décélérer plus rapidement quand il y a une crise économique, par exemple. De la souplesse, oui. Voilà. Aujourd'hui, le freelancing, pour moi, c'est vraiment une lame de fond. C'est-à-dire que ça répond pour moi à 2 sujets qui sont importants et très critiques pour les entreprises. La première, c'est que l'individu qui y travaille a une autre définition de son rapport au travail. Il accorde beaucoup de sens à ce qu'il fait et en particulier à sa relation au travail et à l'entreprise avec laquelle il collabore. Et ensuite, il y a un deuxième élément qui est majeur, qui est l'évolution des compétences. C'est-à-dire que les compétences d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain. Une compétence, elle est actuelle 18 mois maximum. Et donc, les entreprises vont avoir un problème puisqu'elles vont chercher de nouvelles compétences qu'elles n'ont pas en interne. Elles peuvent choisir de former et de faire de la mobilité interne. Simplement, ça prend du temps. Et donc, on a 2 éléments aujourd'hui qui font que le freelancing est incontournable. Ça, c'est, je dirais, le problème ou l'aspect méta. Et puis, il y a une autre chose qui est évidente, c'est qu'un freelance qui est satisfait, c'est un freelance qu'on va fidéliser. Et puis, c'est un freelance qui va revenir dans l'entreprise. Pourquoi? Il connaît la culture de la boîte. On a déjà éprouvé quelque part son expertise versus son TGM. Et donc, on sait que telle personne, elle a des compétences qui ont un bon rapport qualité-prix, si on peut dire. Et ensuite, ça c'est fondamental aussi, un freelance qui est bien, il va en parler à ses copains. Et ses copains, ils vont venir chez vous. C'est ça. Tu t'en parles justement, tu parles de la marque employeur. Alors, dans employeur, évidemment, il y a le mot employeur et il y a le rapport avec justement la population de salariés. Et c'est vrai que fidéliser les freelances, ça peut paraître un peu contre-intuitif. Et pourtant, et tu le développes aussi, dans cette guerre des talents qu'on est en train de vivre, la capacité à attirer et à créer une préférence à une entreprise ou une autre, c'est clé.
Mais là encore, peut-être, c'est pas toujours évident de savoir c'est le sujet de qui finalement dans l'entreprise, entre les RH et aussi, il y a aussi les directions achats ou les directions métiers qui ont une capacité à pouvoir passer commande, de savoir qui s'occupe finalement d'organiser cette logique de fidélisation. Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle avec des RH, ils écoutent, oui. Mais ils ne se rendent pas toujours compte qu'en fait, les freelances sont déjà dans l'entreprise. Et quand on leur dit, mais vous savez, ils sont là, ils sont très surpris. Donc, c'est pas un problème à venir, c'est un problème qui est là, qui est déjà dans l'entreprise, ou une opportunité, je pense, pour certaines entreprises aussi. Par rapport à la fidélisation, moi, je pense qu'il faut la penser très en amont. C'est-à-dire, la fidélisation, c'est pas se dire, ça s'est bien passé, on va bien l'offboarder, on va lui dire au revoir, on va lui taper dans le dos, on va l'inviter à 3 événements. Ça, c'est la vitrine extérieure. Pour moi, la fidélisation, ça commence dès le départ. Et ça veut dire avoir bien compris les attentes des freelances. Et je pense qu'il y a une façon, il y a un élément qui résume bien ça, c'est considérer que les freelances ne sont pas des prestataires. Les freelances sont des personnes avec lesquelles je vais collaborer pendant un temps déterminé sur une mission précise. Et finalement, je dirais pour moi, la fidélisation, elle commence en amont avec un bon brief, c'est-à-dire qui je cherche. Il faut que ça soit clair, il faut que ça soit précis, il faut que ça soit contextualisé. Et c'est pas, je dirais, quelque chose où on va se dire, finalement, ça s'est bien passé, on va commencer à le fidéliser. Mais sur le sujet de comment on les définit, comment on les considère, donc ce ne sont pas des salariés, comme tu le dis, c'est plutôt une bonne approche de ne pas les voir comme des prestataires. N'empêche qu'au sein d'une entreprise avec une gouvernance, il y a certaines directions qui s'occupent d'un type de population. Donc, selon toi, qui aujourd'hui dans l'organisation est le mieux positionné? Alors, il y a déjà un début de réponse dans le fait que tu fasses un guide pour les RH. Donc, qu'est-ce qui empêche finalement, qu'est-ce qui ferait que les RH aillent un peu plus loin et finalement se mettent à s'occuper ou prennent le drapeau d'aller s'occuper des gens qui ne sont pas finalement sur la masse salariale, en fait, si on devait un peu simplifier? Alors, aujourd'hui, c'est le tandem achat opérationnel qui gère la relation avec des situations qui sont très différentes, même deux freelances qui travailleraient pour avec la même entreprise, on va dire, pas pour, avec, peuvent vivre des choses complètement différentes. Ils peuvent être très bien onboardés, comme très mal, puisqu'en fait, aujourd'hui, cette activité-là, elle est prise en charge par l'opérationnel. Alors, pourquoi les RH aujourd'hui n'y vont pas? On va peut-être prendre le problème comme ça. Je pense qu'il y a toujours cette histoire de requalification potentielle d'un contrat commercial en contrat de travail, bien que pour avoir beaucoup regardé ce sujet-là, parce que c'était un peu le sujet porte-drapeau, je pense qu'aujourd'hui, on sait bien ce qu'il ne faut pas faire du tout et ce qu'il ne faut pas faire. Il y a beaucoup de littérature là-dessus, elle est relativement bien documentée. Il faut savoir aussi que le freelance qui vient dans une entreprise qui a choisi ce type de collaboration-là, j'en connais pas beaucoup qui arrivent en se disant je viens ici pour faire requalifier mon contrat commercial en contrat de travail. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, le RH qui a cette crainte-là, il sait ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et puis, il y a quelque chose, moi, qui me surprend terriblement, c'est cette peur, cette crainte, finalement, de dire, si je mets trop cette population-là en évidence, si finalement, je commence à vraiment les considérer dans ma politique RH, eh bien, c'est comme si je faisais rentrer le loup dans la bergerie. Parce que j'ai quand même des talents internes qui, peut-être un jour, voire à très court terme, vont décider de devenir freelance, peut-être sur l'activité qu'ils ont d'ailleurs dans l'entreprise. Et les RH se disent, mais si je commence à me mêler de ça, finalement, je donne les clés à mes collaborateurs en leur disant, voyez, regardez comment faire. Il y a ça qui est, je pense, qui revient systématiquement dans les entretiens. Et puis, je pense que les RH ne se rendent pas compte que les freelances amènent aussi quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de l'innovation, une forme d'agilité, de transformation, puisqu'ils ont travaillé dans d'autres organisations. Donc moi, je crois que la frilosité, elle est là. Puis à un moment, ils se rendent compte que finalement, ces talents externes, c'est nécessaire aujourd'hui, parce que il y a aujourd'hui des fonctions où une majorité de ces compétences-là n'acceptent plus un mode de collaboration salariale. Oui, c'est vrai que ça s'est pris, parce qu'il y a beaucoup de témoignages dans le livre de DRH, de freelance, et je pense que c'est un éclairage qui est justement très intéressant sur les leviers psychologiques, en fait, les motivations qui poussent finalement à choisir d'être salarié ou freelance ou d'aller de l'un à l'autre, parce que
c'est pas un choix définitif, hein, et il y a de plus en plus de parcours professionnels dont le fil rouge est de plus en plus embellificoté. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce que tu développes, c'est que les RH doivent aider l'entreprise à être peut-être un peu plus poreuse, parce que c'est lame de fond que tu évoquais tout à l'heure, ils vont pas pouvoir l'empêcher, on est d'accord. Non. Ils vont pas pouvoir changer ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer justement des passerelles pour permettre finalement de garder les talents. Parce que c'est ça le sujet de fond, hein. C'est pas la relation de propriété. Non. Pouvoir se garder un écosystème autour de soi. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont dans ce travail exploratoire, dans les rencontres que tu as pu faire, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont peut-être surprise, que tu n'attendais pas par rapport à l'image que tu avais, alors par rapport à tes précédents livres, tu connaissais le sujet, hein, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris? Le freelancing a quand même beaucoup changé, hein. Moi, j'ai démarré en 2006. Je dis souvent qu'à l'époque, pour faire le dossier Acre, c'était un dossier de 20 pages. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Donc, il y a un monde entre le moment où moi, je me suis lancée et le monde d'aujourd'hui. Moi, ce qui m'a surpris, j'avais cette idée que finalement, parmi les freelances étaient relativement jeunes. Et je pensais que c'était la jeune génération qui voulait plus rester dans le monde de l'entreprise, etc. Et finalement, en creusant le sujet, je me suis rendu compte que la moyenne d'âge, c'est 35-40. Et c'est 10 ans d'années d'expérience salariée avant de se lancer. Donc ça, c'est un élément quand même qui est intéressant aussi. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes, alors que moi, j'ai plus naturellement travaillé et accompagné des femmes. Donc j'ai un biais qui est très fort. Et ça s'explique parce que ça a concerné d'abord les fonctions techniques où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Moi, il y a une autre chose qui m'a surprise, c'est que finalement, il faut qu'on trouve avec les freelances au sein de l'entreprise un mode de collaboration qui est différent, puisqu'on ne peut plus être sur ce lien hiérarchique qui est, je vous dis, là, je vous donne la direction, je contrôle et puis je sanctionne. Il faut qu'on trouve quelque chose, une forme de suivi plus collaborative. Et donc, on se rend compte que finalement, les freelances amènent cet élément-là et que cet élément-là concerne l'ensemble de la relation que peut avoir un collaborateur ou un freelance avec son manager. Donc, il y a comme le fait que ces collaborateurs externes, on va dire, mettent le doigt sur des choses qui ont une incidence aussi sur la façon d'organiser les entreprises. Donc Frédéric, j'ai envie de te demander le futur, finalement, les grandes tendances à venir sur ce rapport entre les freelances et les entreprises. Quels seraient tes pronostics ? Alors, c'est compliqué d'avoir des pronostics très précis, puisqu'il y a l'évolution des compétences, l'intelligence artificielle. Peut-être qu'on n'a pas assez dit que ce sujet concerne toutes les entreprises, les grands groupes, mais aussi les PME et les TPE. Le public et le privé aussi, d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment une lame de fond. Oui. Et puis moi, je crois qu'on va aller de plus en plus vers des parcours qui sont multiples. C'est-à-dire qu'à certains moments de sa vie, on sera salarié pour plein de bonnes raisons, et à d'autres moments, on sera freelance. Et donc, je pense qu'on aura des modes de collaboration différents. Je pense que l'enjeu majeur, c'est de trouver le bon format au bon moment, et notamment peut-être avec des choix qui sont liés à la vie privée. Et on parle beaucoup des agents de freelance, c'est-à-dire des personnes qui finalement pourraient conseiller les freelances sur leurs choix professionnels, mais aussi sur d'autres choix, que ce soit des choix de protection, de patrimoine, d'investissement, d'achat, etc. Il y a énormément d'acteurs sur ce marché-là, il y a beaucoup d'enthousiasme, et donc c'est un marché qui est en ébullition. Le futur est devant nous. Encore beaucoup de choses à inventer, à construire. Merci beaucoup Frédéric, merci pour ce livre, très intéressant. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle interview Work 3.0. Je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux, et à bientôt.